Alors, rebonjour. Cette séance sera consacrée pour la méthode qu'on va appeler méthode analytique de résolution des programmes linéaires, qui est appelée la méthode Big M ou Grand M. Nous allons commencer la séance par un petit rappel sur la méthode de simplex tabulaire qu'on a eu la séance dernière, le webinaire de la semaine dernière, puis on va passer directement à l'algorithme de la méthode qu'on a appelée la méthode Big M. Les étapes ou la démarche suivie par l'algorithme de simplex, comme vous avez déjà dit, pour le rappel, ça commence par la forme canonique. Qui veut dire quoi la forme canonique? Qui peut me rappeler? Un programme qui est écrit sous une forme canonique, c'est-à-dire un programme. Oui, Baptiste. Programme Maktoub qui est écrit avec les sous-contraintes ou contraintes plus l'écart. C'est une forme standard. Ce que tu es en train de décrire, c'est une forme standard. La forme canonique, c'est un problème de maximisation avec des contraintes de type inférieur ou égal, inférieur ou égal, toute inférieure ou égale et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Ça, c'est la forme canonique. La forme standard, c'est ce qu'Abadis a proposé, mais même si on n'a pas de variable d'écart, la forme standard, c'est un problème de maximisation avec des contraintes de type égalité et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Donc, la première étape pour simplex, c'est écrire une forme canonique du programme linéaire. Deuxième étape, écrire la forme standard du programme linéaire. On va ensuite déterminer ce qu'on a appelé une solution de base réalisable initiale. Qu'est-ce qu'on a supposé pour cette solution de base réalisable initiale pour simplex tabulaire de la semaine dernière? On a dit, on va poser à 0 les variables de décision et on va appeler ces variables de décision des variables hors base et on prend les variables d'écart comme des variables de base qui auront les valeurs du second membre. D'accord? La valeur de z sera égale à 0 pour la solution initiale. Cette possibilité, on peut avoir cette solution de base réalisable initiale si on a un second membre positif. Donc, c'est un cas particulier. Il faut avoir un second membre BI, voilà, vecteur B supérieur ou égal à 0, et on met à 0 les variables de décision et on appelle ces variables-là des variables hors base. On prend comme base les variables d'écart et les valeurs des vecteurs d'écart, des variables d'écart seront respectivement égales aux valeurs du second membre. Donc ça, c'est la solution de base réalisable initiale. On teste l'optimalité. Une solution est dite optimale pour simplex si la dernière ligne du tableau de simplex est supérieure ou égale à 0 si on a une maximisation, si on a un problème linéaire de maximisation. Si cette solution est optimale, on s'arrête et on peut lire la solution. Si ce n'est pas optimal, on effectue une itération. Une itération, c'est-à-dire faire varier la base. Comment on va faire varier la base? On va faire varier uniquement un vecteur, c'est-à-dire on va calculer selon des critères de Ditzing qu'on a évoqués la dernière fois, on va les revoir pour cette séance aussi pour la méthode de Big M. On va chercher un vecteur sortant, un vecteur entrant, puis on calcule les coefficients par une équation que vous avez déjà vue, qu'on va la revoir pour cette séance-là. Et on continue on continue à refaire les itérations et les tests d'optimalité jusqu'à avoir un dernier tableau de simplex avec une ligne des vecteurs, une ligne des coefficients de l'objectif toute inférieure ou égale à 0. Ça, c'est pour l'algorithme de simplex. Si on prend, par exemple, le programme linéaire suivant, le programme linéaire à gauche, la première étape, c'est la forme canonique. Ça, est-ce que cette écriture-là, c'est une forme canonique déjà? Non. Non. Parce que j'ai une contrainte supérieure ou égale à 0. On dit qu'on a des contraintes mixtes, des contraintes mixtes, c'est-à-dire ils ont des types différents. Je peux avoir une contrainte supérieure égale, inférieure égale ou égalité même. D'accord? On cherche la forme canonique, c'est-à-dire multiplier la deuxième contrainte par moins 1. On a la forme canonique, on cherche la forme standard, c'est-à-dire on ajoute des variables d'écart.
une variable d'écart pour la première contrainte, une variable d'écart pour la deuxième contrainte. Si on va appliquer simplex tabulaire ordinaire, on va voir quoi? On va poser les variables hors base, les variables de décision comme variables hors base, donc ils auront la valeur égale à 0. Et les vecteurs d'écart, ils auront les valeurs du second membre B, c'est-à-dire E1 sera égal à 20 et E2 sera égal à moins 10. Si on prend cette solution-là, est-ce que cette solution est réalisable? Est-ce que cette solution 0, 0, 20, moins 10 est réalisable? Qui peut répondre? Non, madame. Non, pourquoi? Signe négatif. Parce qu'on a une valeur négative. Déjà, c'est contradictoire, c'est une absurdité. Ici, on a défini E2 comme une variable supérieure ou égale à 0 et on a défini la valeur de E2 comme moins 10. Donc, il y a une absurdité. C'est-à-dire que la solution 0, 0, 20, moins 10 n'est pas une solution réalisable pour le programme linéaire. D'accord? Donc, c'est une limite de simplex. C'est une limite de l'algorithme de simplex. Lorsque, au départ, on a des contraintes mixtes, des contraintes de type différent de inférieur ou égal, si on n'a pas toutes les contraintes de type inférieur ou égal, on ne peut plus appliquer l'algorithme de simplex qu'on a eu la dernière séance. Parce que le vecteur nul, le vecteur 0, c'est-à-dire variable de décision égale à 0, n'est pas une solution initiale triviale ou évidente du programme linéaire. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit trouver une autre méthode, un autre algorithme pour résoudre ce problème-là. Typiquement, il y a deux méthodes pour résoudre ce type de programme linéaire. Ce type, c'est-à-dire pour résoudre un programme linéaire à contrainte mixte. Contrainte mixte, je rappelle, c'est-à-dire des contraintes qui ne sont pas de même type inférieur égal ou supérieur égal. C'est-à-dire je peux avoir une contrainte inférieure égale, deux contraintes supérieures égales par exemple et une contrainte égalité. C'est un programme linéaire dit mixte. Les deux méthodes qu'on peut appliquer pour résoudre ce problème, il y a un algorithme appelé l'algorithme de simplex à deux étages. C'est-à-dire une première étape de détermination d'une solution initiale, puis on applique simplex normal que vous avez eu la dernière semaine. Et il y a la méthode qu'on appelle la méthode de Big M ou l'algorithme de Big M ou encore l'algorithme grand M. Même en français, on peut dire Big M. Alors, ce qu'on a choisi, je vais vous montrer l'algorithme de la méthode Big M. Donc, si on veut résumer, la méthode Big M, c'est une méthode utilisée pour résoudre les problèmes linéaires mixtes ou de minimisation. On va voir comment appliquer un problème de minimisation. Qu'est-ce que ça veut dire qui peut me rappeler un programme mixte, c'est-à-dire quoi, à contrainte mixte? Qu'est-ce que ça veut dire un problème linéaire à contrainte mixte? Un rappel? J'ai dit ça pas mal de fois pour cette séance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un programme linéaire à contrainte mixte? Vous êtes là? J'attends la réponse, s'il vous plaît. Oui, معناها les signes يتلقاهم مرة négatif. Voilà, c'est-à-dire que les contraintes n'ont pas les mêmes signes, tout simplement. D'accord? Merci, Sèvres. Les contraintes n'ont pas les mêmes signes. Des programmes linéaires à contraintes mixtes. La méthode Big M est utilisée pour les programmes linéaires résoudre les programmes linéaires de minimisation ou les programmes linéaires à contraintes mixtes, c'est-à-dire des contraintes qui n'ont pas les mêmes signes. La méthode Big M est aussi appelée la méthode de pénalité. On va voir pourquoi on appelle cette méthode-là aussi la méthode des pénalités. Rappelez-vous de ce terme parce qu'on va l'utiliser par la suite. Et comme tout autre programme, voilà, tout autre algorithme de résolution, le principe de la méthode Big M consiste à partir d'une solution réalisable initiale, puis tester cette solution, puis passer à une solution réalisable adjacente, c'est-à-dire faire varier un seul vecteur de base et garder
la solution qui me donne la valeur optimale de la fonction objectif. Si c'est une maximisation, garder le point qui me donne la plus grande valeur de la fonction objectif. Si c'est une minimisation, garder la solution de base réalisable qui me donne la valeur la plus petite de la fonction objectif. D'accord? Comme d'habitude, on va se baser pour expliquer l'algorithme de la méthode Big M sur un exemple. On va considérer ce programme linéaire. Ce programme, il a une dimension égale à combien? C'est un programme linéaire de dimension. Comment on peut déterminer de dimension 3? Parce que j'ai... Pourquoi, Nazir? Parce que j'ai trois variables de décision. Très bien. C'est un programme linéaire de dimension 3 parce qu'on a 3 variables de décision. Et on a 3 contraintes. Une contrainte de type supérieur égal, une contrainte de type inférieur égal et une contrainte de type égalité. Donc, c'est un programme qu'on peut appeler un programme à contrainte mixte. C'est-à-dire qu'il doit être, selon la convention qu'on a adoptée, il doit être résolu par la méthode Big M. D'accord? On va maintenant, je vais vous énumérer, voilà, on va exécuter ensemble les différentes étapes de la méthode Big M. Il y a principalement 4 étapes de la méthode Big M. On va commencer par la transformation du programme linéaire qui aura comme objectif la détermination d'une solution de base réalisable initiale. C'est-à-dire l'étape 1, c'est une transformation qui va me permettre de définir la solution de base réalisable sur laquelle je vais continuer la résolution. Les étapes sont 5. On va suivre ces étapes une par une. La première étape, c'est vérifier si le second membre B est supérieur ou égal à 0. Si il y a un composant, voilà, une valeur du second membre qui n'est pas supérieure ou égale à 0, on multiplie par moins 1. Pour notre programme, est-ce qu'on a... c'est quoi déjà le second membre? C'est le vecteur formé par quelle valeur ici? Le second membre, c'est ce vecteur-là. Oui ou non? Oui. Oui, le second membre, c'est le vecteur B. C'est le right side, c'est la partie à droite de la matrice des contraintes. Donc, ici, on a un second membre formé par les valeurs 20, 5 et 10. Est-ce qu'on a une valeur négative? Non. Donc, on n'a rien à faire pour la première étape. Si le 20 de la première contrainte était moins 20, on aurait dû multiplier la première contrainte par moins 1 de part et d'autre, bien sûr. Donc, la première étape, c'est de vérifier que le second membre est supérieur ou égal à 0. C'est déjà vérifié pour notre exemple. La deuxième étape, c'est d'ajouter une variable d'écart qu'on va appeler EI, bien sûr, comme d'habitude, pour chaque contrainte de type inférieur ou égal. Ici, j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, c'est la première contrainte. Donc, je vais ajouter à la première contrainte une variable d'écart que je vais appeler E1 pour avoir une contrainte de type égalité. D'accord? La deuxième étape, c'est d'ajouter, voilà, de soustraire, ajouter une variable 1 sur plus pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Ici, j'ai une contrainte, la troisième contrainte est de type supérieur ou égal, donc je vais retrancher, je vais soustraire 1 sur plus pour avoir une égalité aussi. Donc, ajouter une variable d'écart pour toute contrainte de type inférieur ou égal. Ici, j'ai une seule, donc je vais ajouter une seule variable d'écart. Ajouter ou soustraire un surplus pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Ici, j'ai une seule contrainte de type supérieur ou égal qui est la troisième, donc je vais soustraire une variable que je vais appeler S3. Et bien sûr, E1 et S3 doivent être supérieurs ou égal à 0 et ont un coefficient nul dans l'objectif. Ça, c'est tout comme simplex. Jusqu'à présent, on n'a rien ajouté par rapport à la forme standard habituelle qu'on était en train de... qu'on avait eu l'habitude de calculer. D'accord? Ce qui est nouveau maintenant, pour la méthode Big M, cet algorithme me propose, voilà, exige d'ajouter ce qu'on appelle une variable artificielle
notez généralement grand AI ou petit AI, comme vous voulez. Moi, je préfère la notation AI pour ne pas confondre avec le coefficient de la matrice A. Donc, ajoutez une variable artificielle pour chaque contrainte égalité et pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Donc, pour notre programme, on va ajouter combien de variables artificielles, si vous avez bien compris? Ajouter une variable artificielle pour chaque contrainte égalité et pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. On va ajouter combien de contraintes pour le programme linéaire? Oui, bêtise. Deux variables artificielles. Une variable artificielle pour la deuxième contrainte, égalité. Je vais appeler cette variable artificielle A2. Et une variable artificielle pour la troisième contrainte de type supérieur ou égal que je vais appeler A3. Et bien sûr, les variables artificielles, comme toutes les autres variables du problème, doivent être supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, on a les variables de décision, 3. On a une variable d'écart, un surplus et deux variables artificielles de la méthode Big M. C'est quoi cette variable artificielle et pourquoi on a besoin d'ajouter une telle variable? En fait, cette variable ou ces variables artificielles n'ont pas une signification physique. C'est-à-dire, réellement, je ne peux pas vous dire, là, vous ne pouvez pas voir ce que veut dire cette variable artificielle. Physiquement, ça n'existe pas. D'accord? Pourquoi on a besoin d'ajouter ces variables-là? C'est pour un besoin mathématique. C'est un outil mathématique pour pouvoir résoudre le programme linéaire et en particulier pour pouvoir trouver une solution de base réalisable initiale. On va voir comment juste après ce diapo-là. D'accord? Donc, réellement, cette variable artificielle n'existe pas. C'est un outil mathématique de résolution de ces problèmes-là. D'accord? Donc, puisque physiquement, ça n'existe pas, physiquement, les variables artificielles n'existent pas, est-ce que je peux avoir, voilà, est-ce que c'est logique d'avoir une variable artificielle avec une valeur non nulle à l'optimum? Si j'ai, par exemple, et si j'ai deux variables artificielles A2 et A3, si je calcule la solution optimale, je trouve que A2 égale à 5. C'est-à-dire quoi A2 égale à 5? C'est-à-dire que dans la solution optimale, j'ai une variable qui n'existe pas, qui est non nulle. Est-ce que c'est logique? Artificiel, qu'est-ce que ça veut dire en français artificiel? C'est fictif, ça n'existe pas. Donc, puisque, oui. ما فهمتكش في تاع الارتيفيسيال تاع كي لقيناها ايكال à 5 ما فهمتكش. On n'a pas trouvé égal à 5. J'ai pris un scénario. Mais on oublie le égal à 5. Je vais changer d'exemple. Je vais vous donner l'information et puis avec l'exemple, il sera plus facile d'expliquer l'idée que j'étais en train d'expliquer. Alors, une variable, ce qu'il y a à retenir pour le moment, c'est qu'une variable artificielle, c'est une variable qui n'existe pas physiquement et c'est un outil mathématique de résolution du programme linéaire. Donc, à l'optimum, on ne doit pas avoir une base qui contient une variable artificielle. On va voir comment on fait. D'accord? À l'optimum, la base de la solution optimale doit être formée uniquement par des variables de décision, des variables d'écart et des surplus. D'accord? L'algorithme Big M, il fonctionne de façon à éliminer ces variables artificielles de la base. D'accord? Au Badis, je vais revenir sur ta question lorsqu'on va trouver la solution optimale. Donc, l'algorithme Big M travaille de façon, ou elle fonctionne de façon à provoquer l'élimination des variables artificielles de la base. C'est-à-dire, l'algorithme va pousser les variables artificielles pour être des variables hors base et on va voir comment. Ça va être automatique, mais je vais vous montrer comment on fait ça. D'accord? Donc, si à l'optimum, on trouve la solution optimale et on trouve une base qui contient une variable artificielle, on dit que le problème n'est pas faisable. Et c'est ça ce que j'étais en train de dire, bêtise. Si je trouve à l'optimum une base
formé par exemple par X1, E1 et A2, c'est une solution optimale, mais on dit que la solution optimale n'est pas réalisable. C'est une solution fictive, donc la solution n'est pas faisable. On va revenir à la faisabilité à la fin du cours. Ce qu'on va faire maintenant, je vous rappelle qu'on a ajouté une variable artificielle pour chaque contrainte de type supérieur ou égal et chaque contrainte de type égalité. On a parlé de ce qu'une variable artificielle et on a dit que l'algorithme Big M, il a comme objectif d'éliminer les variables artificielles de la base. C'est-à-dire quoi, éliminer les variables artificielles de la base? C'est-à-dire les variables artificielles vont être des variables hors base, tout simplement. Et une variable hors base, elle a une valeur égale à combien? La variable hors base, sa valeur est 0. Voilà. Voilà. Pour le moment, c'est ce qui est à retenir. C'est que les variables artificielles, à l'optimum, si la solution existe, doivent être mises à 0. C'est-à-dire doivent être des variables hors base. Sinon, on va voir qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Comment l'algorithme, maintenant, il va provoquer l'élimination des variables artificielles pour chaque itération. Comment l'algorithme il propose de faire cette élimination des variables artificielles? En faisant deux choses différentes. En ajoutant un coefficient qui est très négatif pour les problèmes de maximisation et très positif pour les problèmes de minimisation. Je m'explique. Pour notre cas, on va attribuer à chaque variable artificielle un coefficient qu'on va noter M, grand M, un coefficient qu'on va appeler grand M dans la fonction objectif. Et c'est de là que la méthode est appelée la méthode grand M ou la méthode big M. C'est-à-dire quoi? On a deux variables artificielles et un problème de maximisation. D'accord? Deux variables artificielles et un problème de maximisation. Pour la variable artificielle A2, par exemple, si M est très grand, qu'est-ce que ça veut dire très grand? C'est-à-dire M est supérieur à toutes les valeurs du problème. C'est égal à 1000, c'est égal à 5000, c'est égal à 20 000. M, elle est supérieure à n'importe quel paramètre du programme linéaire. Si on va comparer M à n'importe quel autre chiffre, je vais supposer toujours que M, c'est la valeur la plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire ici si j'ai mis moins M? On se concentre sur A2. Si j'ai moins M A2 dans la fonction objectif et je cherche une maximisation, quelle est la valeur, la meilleure valeur que je peux donner à A2 pour avoir un maximum de Z? Quelle est la valeur que peut prendre A2 pour 0? C'est 0. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas 0, le maximum va diminuer. D'accord? Si la valeur de A2 ou A3 par analogie est différente de 0, c'est-à-dire que le maximum, la valeur optimale de Z va diminuer. Ou j'ai intérêt à augmenter la valeur de Z. Donc, je n'ai pas intérêt à avoir une variable artificielle différente de 0. Et puisque les variables artificielles sont supérieures ou égales à 0, donc la valeur à l'optimum des variables artificielles doivent être égales à 0 si j'affecte un coefficient très négatif pour un problème de maximisation pour chaque variable artificielle. Badis, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que ça veut dire mettre à 0 les variables artificielles? Oui. D'accord. Alors, le nom Big M, il est venu de cette convention-là, voilà, de cette proposition-là. Je résume les étapes. Vérifier que le second membre est supérieur ou égal à 0, sinon multiplier la contrainte qui a un second membre négatif par moins 1. Ajouter des variables d'écart, une variable d'écart pour chaque contrainte de type supérieur, inférieur ou égal.
Ajouter ou retrancher un surplus pour chaque contrainte de type supérieur égal. Ajouter une variable artificielle pour chaque contrainte de type égalité et chaque contrainte de type supérieur ou égal. Donc, on aura pour ce problème 3 variables de décision, une variable d'écart, un surplus et 2 variables artificielles. Pour les coefficients, les variables d'écart et les surplus seront un coefficient égal à 0. Les variables artificielles, on leur affecte un coefficient très négatif pour un problème de maximisation. Si c'était une minimisation, qu'est-ce qu'on fait pour les variables artificielles? Qui peut répondre? Si c'était un problème de minimisation, donc on a intérêt à quoi? On a intérêt... minimiser la valeur de Z. Oui, minimiser les valeurs de Z. Donc, je vais affecter quel coefficient pour les variables artificielles? C'est plus M ou moins M? Plus M. Plus M. J'ai intérêt à minimiser la valeur de Z. Donc, si les variables artificielles ont une valeur strictement positive, M va augmenter. C'est contradictoire avec l'objectif. C'est pour ça que dans la 5e étape, je vous ai écrit que pour chaque variable artificielle, ajouter un coefficient de plus ou moins M. Donc, c'est plus M pour un problème de minimisation et moins M pour un problème de maximisation. C'est-à-dire contredire quoi? Contredire l'objectif. C'est-à-dire quoi? C'est de là qu'on a appelé aussi la méthode Big M, la méthode des pénalités. C'est-à-dire, on va pénaliser les variables artificielles en leur affectant un coefficient négatif pour un problème de maximisation, par exemple. C'est pour ça qu'on appelle la méthode Big M la méthode des pénalités aussi. C'est un opérateur mathématique, c'est un outil plutôt mathématique pour résoudre le problème. Les variables artificielles pour un problème de maximisation doivent être précédées dans l'objectif par un coefficient très négatif pour les pénaliser. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est pour que, à l'optimum, on n'aura aucune variable artificielle dans la base. Et ce sera automatique. D'accord? Donc, je vous rappelle que M, elle est très supérieure à 1. Très supérieure à 1 pour ne pas prendre une valeur inférieure à 1 qui peut un demi. Un demi, ça ne peut pas jamais être supérieur à 3, par exemple. C'est pour ça qu'on dit, on prend une valeur très supérieure à 1, égale à 1000, égale à 2000. En réalité, la valeur de M est optimisée, mais pour nous, on va supposer que c'est une valeur très grande qui dépasse toutes les valeurs des paramètres du problème. Donc, والفاريابل artificielle شنو اللي نعملوا لهم ساعات؟ on calcule les variables artificielles, LA2 ou LA3, c'est comme les X1, X2, X3, E1 et S3. ديما في الإيجال والسوبيريور uniquement pour égal et supérieur. حتى في فهمتك. D'accord? Les contraintes inférieures égales, on ajoute uniquement une variable d'écart à K. Pour l'égal, pour les contraintes de type égalité et les contraintes de type supérieur égal, on ajoute les variables artificielles. D'accord? B. À ce niveau-là, on a transformé le programme et on va plus utiliser la forme de départ pour la résolution. On va uniquement garder la forme qu'on a calculée, la forme standard plus les variables artificielles. D'accord? Donc, on a 3 variables de décision, une variable d'écart, un surplus et 2 variables artificielles. Et n'oubliez pas les coefficients dans l'objectif. D'accord? Pour simplex, à ce niveau, on doit chercher une solution de base réalisable initiale. C'est aussi le cas pour la méthode Big M. On va chercher une solution de base réalisable initiale. On va commencer par définir une base ou choisir une base. Par convention, on va supposer que les variables de décision sont des variables hors base. Donc, on ne va pas choisir une base composée par un vecteur de décision. Est-ce qu'on peut choisir le surplus comme un vecteur de base, par exemple? Est-ce qu'on peut choisir S comme vecteur de base? S3.
Pas de réponse. Normalement, oui, madame. Pourquoi? Lorsqu'on a... c'est non, mais pourquoi? خاطر ينجم يتبدل. Même E1 à 3, toutes les variables peuvent avoir différentes valeurs. Mais je vous rappelle quelque chose. Lorsqu'on a parlé de base pour simplex, on a dit que la base, elle forme la matrice identité. E1, E2, E3, si on a le simplex tabulaire classique, ça forme la matrice identité. Donc, lorsque vous cherchez une base, il faut chercher 3 vecteurs qui peuvent former la matrice identité. D'accord? Et la dimension de la base, on a dit, c'est égal à combien? La dimension de la base. 3. Pourquoi? On a 3 variables de décision. Non, c'est 3 parce qu'on a 3 contraintes. C'est oui pour le 3, mais c'est pas parce qu'on a 3 variables de décision, mais parce qu'on a 3 contraintes. Donc, la dimension de la base est égale au nombre de contraintes M. Ici, on a 3 contraintes. Donc, on doit trouver une base formée par 3 vecteurs et qui forment la matrice identité. Est-ce que vous pouvez voir 3 vecteurs qui forment la matrice identité? Parmi ces 4 vecteurs, E1, S3, A2, A3, est-ce qu'on peut trouver 3 vecteurs qui forment la matrice identité? Comment on forme la matrice identité de 3 vecteurs? C'est quoi la matrice identité de 3 vecteurs? S'il vous plaît. C'est quoi la matrice identité déjà? C'est une matrice formée par quoi? Par quelle valeur? 0, 1, madame. 1 pour le diagonal et 0 pour les autres valeurs. Oui ou non? B? Donc, je vais répondre moi-même, mais il faut être un peu réactif. Hein. Il faut essayer de répondre. À part Badis et Mara, il faut essayer de répondre. Ça va faciliter votre compréhension à vous. Alors, donc, je reprends. Une base, elle doit avoir une dimension égale au nombre de contraintes. Ici, j'ai 3 contraintes, donc je vais chercher une base de dimension 3. Par convention, on suppose que les variables de décision sont des variables hors base. Donc, je ne peux pas choisir par convention, ou réellement, on peut choisir. Mais pour nous, on a supposé que les variables de décision, le vecteur nul, ce sont des variables hors base. Le S3, je ne peux pas le prendre comme vecteur de base parce qu'elle a un coefficient moins 1. Et la matrice identité, elle a des coefficients égaux à 1 pour les diagonales et non pas moins 1. Donc, ce qui me reste, il me reste 3 vecteurs, E1, A2 et A3. Est-ce que je peux les prendre comme vecteurs de base? Oui, parce que j'ai un 1 et 0 pour le reste des vecteurs. Donc, je peux prendre comme base les vecteurs E1, A2 et A3. Et les vecteurs de base, les vecteurs de décision, les variables de décision et les surplus seront des variables hors base. Et ce sera le cas quel que soit le programme linéaire. Quel que soit le programme linéaire qui va être résolu par la méthode Big M, on va prendre les variables d'écart et les variables artificielles comme base. Ce sera exactement égal au nombre de contraintes parce que quoi? On aura toujours la dimension de la base égale au nombre de contraintes si on fait ça, parce que les variables artificielles ne sont ajoutées qu'aux contraintes de type supérieur ou égal et égalité, et les variables d'écart ne sont ajoutées que pour les contraintes de type inférieur ou égal. Donc, quel que soit le programme linéaire, si vous allez le résoudre par la méthode Big M, vous prenez comme base de dimension nombre de contraintes formées par les variables d'écart et les variables artificielles. Ce qui reste, c'est-à-dire les variables de décision et les surplus, seront considérés comme variables hors base, c'est-à-dire ils auront une valeur nulle. Et E1 sera égal à 20, A2 sera égal à 5 et A3 sera égal à 10. C'est la solution de base réalisable initiale de la méthode Big M. Donc,
ajouter une variable d'écart pour les contraintes de type inférieur ou égal, ajouter un surplus pour les variables, pour les contraintes de type supérieur ou égal, ajouter des variables artificielles pour les contraintes de type égalité et type supérieur ou égal, ajouter un coefficient très négatif pour un problème de maximisation pour les variables artificielles dans l'objectif, prendre une base pour chercher la solution de base réalisable initiale, considérer une base formée par les variables d'écart et les variables artificielles, le reste des variables, c'est-à-dire les variables de décision et les surplus seront considérés comme variables hors base. Et c'est le cas quel que soit le programme linéaire. C'est la taille de la base, la dimension plutôt de la base et le nombre de variables d'écart artificielles qui va différer. C'est clair pour la solution de base réalisable? Comment on cherche une solution de base réalisable? Oui. Oui, merci Baptiste. Puis, pour simplex, on trace le premier tableau de simplex. Pour Big M aussi, on trace le premier tableau de Big M, de l'algorithme Big M. Comment on fait? Par analogie avec simplex, on met la base dans les lignes. Ici, on a une base formée par E1, A2 et A3. Dans les lignes, dans les colonnes, pardon, on met les variables de décision, variables d'écart, surplus, variable artificielle. D'accord? Et ici, on met la base E1, A2, A3. L'ordre n'est pas important. Ce qui est important, c'est de garder le même ordre jusqu'à la fin de la résolution. Ce que je vous conseille de faire, c'est de garder toujours cet ordre-là. Donc, toujours variable de décision, variable d'écart, surplus et variable artificielle pour ne pas se tromper. Mais sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de garder le même ordre jusqu'à la fin de la résolution. D'accord? Jusqu'à présent, ça va? Oui? Non? Oui. 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 Donc, merci Bilal aussi. Donc, mettre dans les colonnes les variables, le vecteur de décision, variable de décision, variable d'écart, surplus et variable artificielle et mettre dans les lignes les vecteurs de base. Puis, la matrice A en vert dans le tableau, le vecteur B, second membre à la fin et les coefficients de la fonction objectif en bas. C'est tout comme simplex. D'accord? Les coefficients, par exemple, c'est 1, moins 1, 1, 0, 0, moins m, moins m. D'accord? Mais, ce qui est différent par rapport à simplex pour la méthode de Big M, c'est qu'on aura aussi besoin des coefficients de vecteurs de base. C'est-à-dire, on va ajouter une colonne juste avant la base ou mettre les coefficients de l'objectif de E1 qui est égal à 0, A2 qui est égal à moins M et A3 qui est égal à moins M. D'accord? C'est une différence par rapport à simplex. On aura besoin des coefficients, vous allez voir pourquoi par la suite. On aura besoin des coefficients de la base, des vecteurs de base dans la fonction objectif originale. D'accord? On aura donc à travailler sur ce tableau-là. Et pour la méthode Big M, on aura souvent besoin de la fonction objectif. C'est la même fonction ici. Hein? Si on revient ici, regardez. C'est la même fonction. x1 moins x2 plus 3x3 plus. La fonction en rouge ici, c'est la même fonction objectif. On aura besoin de cette fonction à plusieurs reprises. C'est pour ça que je l'ai mis à côté. Donc, on aura besoin de ça. Et ça, c'est le tableau formé par les vecteurs dans l'ordre que je vous ai proposé, la base, les coefficients de la base, la matrice A, le second membre et les coefficients de la fonction objectif. D'accord? B. Alors, l'étape suivante de la méthode Big M, on va calculer, pas comme simplex, hein, on ne va pas tester l'optimalité à ce niveau. La méthode Big M propose deux autres étapes. La première étape, c'est de calculer ce qu'on va appeler les coefficients ZJ. C'est-à-dire quoi? On aura, dans ce cas, 7 ZJ à calculer. ZJ pour chaque vecteur colonne. D'accord? Comment on va calculer ça? Pour la première colonne, par exemple, on va considérer les coefficients de la base
et le vecteur x1. Et on va faire quoi? La somme de 0 fois 1, moins m fois 1, moins m fois 0. C'est-à-dire, la valeur de zj, c'est la somme de cj fois a et j. C'est-à-dire, 0 fois 1 plus moins m fois 1 plus moins m fois 0. Ce sera égal à moins m. D'accord? Que peut me dire la deuxième colonne sera égale à combien? La deuxième valeur, Z2, sera égale à combien? Z2 sera égal à combien? Oui, c'est moi. كيف moins m. أعطيني كيفاش لقيتها. Ça sera 0 fois 1 moins m fois 0 plus moins m fois 0 plus moins moins m. m. Très bien, très bien. De même, on va faire pour la valeur de Z. Donc, on aura ça. في l'étape 2 شنو يتبدل؟ On a fait un deuxième calcul. On n'a pas des ZJ calculés. C'est la première fois qu'on calcule ces valeurs-là. Je m'en ai dit. في deuxième étape قبل l'étape هذه شنو يتبدل معناها؟ Ici, on a fait deuxième étape, on a juste écrit le tableau. Deuxième étape, on a écrit le tableau. La troisième étape, on va calculer les ZJ. D'accord? D'accord? Oui. Oui. Je rendais que la première étape, deuxième étape, tabac, tableau, peu importe ce qui est écrit au-dessus pour le moment. On va voir. D'accord? Alors, pour les ZJ, donc, pour la dernière valeur, par exemple, c'est 0 fois 20 plus moins m fois 5 plus moins m fois 10, ce sera moins 15m. D'accord? Donc, calculer les valeurs de ZJ qui sont égales à la somme de CJ, les coefficients des vecteurs de base multipliés par le vecteur colonne. Dans ce cas, Z, c'est égal à la somme de A et J, des vecteurs de base de A et J multipliés par les coefficients des vecteurs de base. D'accord jusqu'ici? Oui, d'accord? Oui. Oh, merci Bédis. L'étape suivante, c'est calculer la ligne rouge moins la ligne verte, c'est-à-dire CJ moins ZJ. Donc, ici, pour la première colonne, ça sera 1 moins m, c'est-à-dire 1 plus m, moins 1 plus m, 3 plus 2m, etc. Ici, c'est 0 parce que c'est moins m plus m. D'accord? Donc, calculer ZJ, somme de CJ et J, puis calculer CJ. CJ, je nomme. CJ, ce sont les coefficients de la fonction objectif d'origine, moins ZJ. D'accord? C'est compris? Oui. Oui. Et pour les autres, Nour, par exemple, est-ce que c'est compris? Nour. Nour, il est présent ou il a marqué? Madame, qui fait le A2 هذيك moins Z moins 1, ça y est. Ah, ça y est. لقيتها. أي madame. Mais pour, par exemple, je vais choisir au hasard. Pour Henri. Henri, tu es là? Henri? Non. Je vais supposer que tout le monde a compris. Hein? Alors, pour simplex, on vérifie les coefficients de la fonction Z. Pour la méthode Big M, on va vérifier le signe de CJ moins ZJ. C'est-à-dire, on va vérifier si la dernière ligne, cette dernière ligne, est supérieure ou égale à 0 ou pas. Qu'est-ce qu'on doit trouver pour dire que la solution est optimale? On doit trouver toutes les valeurs inférieures ou égales à 0. Ici, si on veut tester l'optimalité de cette solution-là, est-ce qu'on a une valeur supérieure ou égale à 0? Bilal. Est-ce qu'on a une valeur supérieure ou égale à 0 pour la dernière ligne? Tu es là, Bilal? Oui. Madame, l'X2. C'est X1, X2 et X3. On a 3 valeurs supérieures ou égales à 0. Oui ou non?
Pourquoi moins 1 moins m c'est supérieur ou égal à 0? Non. خاطر لام كبيرة. M elle est très grande et c'est pour ça entre autres qu'on doit prendre la valeur de m très grande. Même si j'avais moins 10 000 moins m, je vais supposer que c'est supérieur ou égal à 0 parce que m elle est supérieure à toutes les valeurs du problème. D'accord? Donc, si je veux tester l'optimalité par rapport à la dernière ligne CJ moins ZJ, j'ai 3 valeurs strictement positives, donc la solution n'est pas optimale. Qu'est-ce qu'on fait pour simplex si la solution n'est pas optimale? On va effectuer une itération. C'est la même chose pour la méthode Big M. On va effectuer une itération. Qu'est-ce que ça veut dire une itération? Comme simplex, on va déterminer un vecteur sortant, entrant tout d'abord, un vecteur sortant, et puis déterminer le pivot et calculer le coefficient de la nouvelle matrice A. D'accord? Le vecteur entrant, pourquoi j'ai choisi x3? On a à choisir entre quoi et quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a comme choix? C'est x1 ou x2 ou x3. On choisit le vecteur qui a le coefficient le plus grand. On dit un seul vecteur qui a un coefficient égal à 2 devant le m. Donc, obligatoirement, 3 plus 2m, c'est supérieur à moins 1 plus m et supérieur à 1 plus m. Donc, je vais choisir comme vecteur entrant le vecteur x3. C'est-à-dire, je vais introduire x3 dans la base qui va remplacer quoi? Qui va remplacer ou bien E1, ou bien A2, ou bien A3. Comment on va faire? On va calculer, enfin sur 0, je ne peux pas le calculer parce qu'on a dit on divise BI sur A et J pour A et J strictement positif. Donc, on va diviser 5 par 1 et 10 par 1 et prendre la valeur la plus petite. C'est-à-dire quoi? Le vecteur sortant pour cette étape sera le vecteur A2 et donc x3 va remplacer A2 dans la deuxième itération, c'est-à-dire la nouvelle base sera E1, x3, A2. D'accord? C'est compris? D'accord. B. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Le pivot, il est égal à combien? Qui peut répondre? L'élément pivot ici. 1. Égal à 1. C'est l'intersection du vecteur entrant et la ligne sortante. D'accord? Donc, on va diviser, c'est tout d'abord pour la méthode Big M, on va garder les mêmes coefficients de la fonction objectif initiale. On va garder les mêmes coefficients de la fonction objectif de départ. C'est-à-dire, on va réécrire les mêmes coefficients. 1, moins 1, 3, 0, 0, moins m. Et ici, qu'est-ce qui va être changé? C'est uniquement le coefficient de x3, du nouveau vecteur de base. Donc, E1, c'est 0, voilà. x3, c'est 3. Et A3, c'est moins m. Et on garde les mêmes coefficients CJ pour cette ligne-là. Est-ce que c'est compris? Oui. Merci. Donc, on garde les mêmes coefficients. Deuxième étape, on divise, merci, la ligne entrante par le pivot. Ici, le pivot est égal à 1, donc on va garder les mêmes valeurs de la ligne ici. C'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5. D'accord? Donc, diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Ici, on va garder les mêmes valeurs parce que le pivot, il est égal à 1. L'étape suivante, on va calculer par l'équation AIJ reçoit, c'est l'équation qu'on a pris pour le calcul des coefficients de la matrice A pour la méthode de simplex, et on va calculer le reste des valeurs. Ce qui est important à mentionner ici, c'est qu'on va calculer uniquement les valeurs de la matrice A et le vecteur B. C'est-à-dire, on ne va pas calculer les ZJ et les CJ pour le CJ moins ZJ pour le moment. Donc, on se concentre sur cette matrice et sur ce vecteur-là, et on va calculer les coefficients de ces vecteurs-là. Ce qu'on sait déjà, c'est que E1, X3 et A3 forment une matrice identité. Je peux écrire directement à la matrice identité, ou là, je peux utiliser cette formule pour calculer toutes les valeurs des vecteurs, d'accord, des A et J.
Donc, pour chaque ligne I et chaque colonne J, on applique cette formule pour calculer les valeurs. Si on prend par exemple la première valeur du vecteur X, ça sera 1 moins 0 fois 0 sur 1. Et on fait de même, on applique la même formule pour le reste des coefficients A et J et pour les coefficients B1 et B3. Cette étape-là, c'est analogique à ce qu'on a fait avec l'algorithme de simplex. Est-ce que c'est compris? Oui. 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 Puis, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on a déterminé la matrice, on va calculer les coefficients Z. Très bien, B10, merci. Alors, ZJ, comment ça va être calculé? Comme on a fait pour la première solution, pour la première valeur, pour le premier vecteur X1, ce sera 0 fois 1 plus 3 fois 1 plus moins M fois moins 1. Ce sera 3 plus M. Et on fait de même pour le reste des valeurs de la ligne ZJ. Puis, on va calculer CJ moins ZJ. On aura moins 2 moins M. Pourquoi moins 2 moins M ici? C'est 1 moins 2 moins M. Donc, 1 moins 3 moins M, ce sera moins 2 moins M. Et pour l'avant-dernière, par exemple, ce sera moins M moins 3 moins M. Ce sera moins 3 moins 2M. Et on va tester l'optimalité en vérifiant si on a ou pas une valeur strictement positive. Est-ce qu'on a une valeur strictement positive ici? Non. Vous êtes sûr? Normalement, le col négatif, Madame Lenné. Vérifiez, c'est faible. Ah, la valeur X2 positive. Oui, David, tu es en train de dire quoi? X2, la valeur de X2, elle est strictement positive parce que M, elle est très grande. Donc, moins 1, moins M, c'est une valeur positive. Donc, cette solution ici n'est pas optimale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre itération. C'est cette valeur-là. La première valeur est négative. Hein? D'accord? Je corrige rapidement. Je m'excuse parce que j'ai un problème avec le PC. On attend un peu. Donc, on a normalement une valeur positive qui est la valeur de CJ moins ZJ du vecteur X2. D'accord? Alors, c'est un problème sérieux avec le PC. Je m'excuse. Hein. J'aurais dû. Ça, c'est la solution. On était là. Nous étions là. Donc, on a uniquement une valeur strictement. C'est pas ici. Je suis désolée. Donc ici, on a une seule valeur positive qui est strictement positive, qui est cette valeur-là. Je corrige. C'est pour garder la vidéo avec les données correctes. C'est la faute du copier-coller. Donc, la seule valeur strictement positive, c'est cette valeur-là. D'accord? Donc, on a une valeur CJ moins ZJ strictement supérieure à 0. Strictement supérieure à 0 même. Donc, la solution n'est pas optimale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer un vecteur entrant, déterminer le vecteur sortant, diviser la ligne entrante par le pivot et calculer en utilisant la formule
de simplex les coefficients, gardez les coefficients. E1, elle a un coefficient 0, x3, 3 et x2, un coefficient égal à moins 1. Gardez les mêmes coefficients ici. Calculez Zj qui est égal à la somme de Cj à Ij. Par exemple, si on prend x3, comment on a trouvé ce 3-là? C'est 0 fois 0, plus 3 fois 1, plus moins 1 fois 0. On trouve 3. D'accord? Pour cette valeur-là, ce sera 15 fois 0, plus 3 fois 5, moins 5. Ce sera égal à 10. Et à la fin, calculer la dernière ligne, c'est Cj moins Zj. Ici, on aura 1 moins 4, moins 3. غادي نشوفوا ماكمش تشوفوا لا من الأول. اللي كنت احكي فيه توي. Ah d'accord. Pourquoi vous n'avez pas dit? Ben, merci Sam. Haka, vous voyez? Oui. D'accord. Donc, نعود. Alors, ici, on dit une valeur positive, donc ça sera le vecteur qui fait entrant ou sortant? sortant. Plutôt entrant, parce que c'est un vecteur hors base, le x2. C'est le vecteur qui va être entré dans la base, qu'on va introduire à la base. D'accord? Il va remplacer, si vous faites les calculs, il va remplacer le vecteur à 3. Pourquoi? Si je calcule 20 sur 1 et 5 sur 1, 5 est inférieur à 20, donc le vecteur sortant sera à 3. La nouvelle base sera E1, x3 et x2. D'accord? E1, x3 et x2. Alors, les coefficients ici, d'où est-ce que j'ai eu ces coefficients? Qui peut répondre? D'où est-ce que j'ai eu 0, 3, moins 1? J'ai eu... بالسي مدام معناها. On a eu de la fonction objective de départ. Oui, oui, très bien. On a eu ces coefficients-là de la fonction objective de départ. De même pour ces coefficients en rouge ici. On reprend les mêmes coefficients. Pour les valeurs de la matrice A et le vecteur B, on les calcule avec la formule AIJ moins ASI AJE divisé par le pivot. C'est la même formule qu'on a utilisée pour simplex. Puis, on calcule les CJ. Par exemple, si on prend le 1 ici, ce sera 1 fois 0 plus 0 fois 3 plus moins 1 fois moins 1. Ce sera égal à 1. De même pour ce 10-là. 15 fois 0 plus 5 fois 3 plus moins 5 fois 1. D'accord? Si on calcule les valeurs CJ moins ZJ, on va trouver moins 3, 1 moins 4, moins 1 plus 1, 3 moins 3, etc. Et on va avoir ces valeurs-là pour la dernière ligne. On va maintenant tester l'optimalité de la solution. Est-ce que cette solution est optimale? Comment on va savoir? On va vérifier. Ils sont tous négatifs ou nuls. Ils sont tous inférieurs ou égaux à 0. Donc, théoriquement, on peut dire que la solution est optimale. Il faut répondre de la façon suivante. Cette solution, a priori, est optimale parce que j'ai une dernière ligne avec des valeurs inférieures ou égales à 0 et j'ai un problème de maximisation. Il faut ajouter le fait que vous avez un problème de maximisation. D'accord? Ça, c'est pour le simplex. Pour la méthode Big M, il y a une autre condition à respecter pour dire que la solution est optimale. Est-ce que vous vous souvenez de cette condition? Je vous l'ai déjà dite. Donc, on doit avoir une dernière ligne inférieure ou égale à 0 et on doit vérifier qu'on n'a pas de variable artificielle dans la base. Ici, est-ce qu'on a une variable artificielle dans la base? Non. Non. Donc, Tawa, maintenant, je peux dire que la solution est optimale. Donc, pour l'optimalité de la solution selon la méthode Big M, je dois vérifier que la dernière ligne
qu'il n'y a pas de valeur strictement positive pour la dernière ligne et je dois vérifier qu'il n'y a pas de variable artificielle dans la base. Ici, on a les deux conditions. Donc, on peut dire que la solution est optimale. On est arrivé au tableau optimal de la méthode Big M. D'accord? Un problème de maximisation des coefficients CJ moins ZJ qui sont tous inférieurs ou égal à 0 et une base qui ne contient de variables artificielles. Donc, on peut dire qu'on est arrivé à la solution optimale. Qui peut lire cette solution optimale? C'est comme simplex. X1 égale à combien? Déjà, c'est oui, bêtise. X1 égale 3. Mais X1, déjà, est-ce que c'est une variable de base ou une variable hors base? X1. Variable hors base. Hors base, donc sa valeur, elle est égale à combien? 0. 0. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier si cette variable est hors base ou pas. Si c'est une variable hors base, elle aura une valeur égale à 0. Donc, dans ce cas, x1 égale à 0, x2 5. 0. égale à 5. X2, c'est une variable de base. Donc, je vais lire sa valeur d'ici. C'est Hakawale. Donc, x2 égale à 5, x3 5, 5, 7. égale à 5 aussi, E1 15. 15, S3 0. 0, A2 égale à A3 égale à 0 parce que ce sont des variables hors base. Donc, la solution optimale, lorsqu'on ajoute le étoile, c'est pour dire une solution optimale, c'est égal à 0, 5, 5, 15, 0, 0, 0 et Z égale à 10. Z, je peux le lire, la valeur de Z, je peux la lire ici. Voilà, je peux la calculer, mais on peut la lire directement de Z, l'intersection de la ligne de calcul de ZJ et le second membre BJ. BJ, tu as une question? Non, madame, c'est bon. Wow. D'accord. Donc, ça, c'est la solution optimale. Ce qui nous intéresse, c'est x1, x2, x3 qui est égal à 0, 5, 5 et z étoile égale à 10. D'accord? Donc, je rappelle rapidement. On prend un programme linéaire à contrainte mixte pour la méthode Big M, bien sûr. Puisque j'ai des contraintes mixtes, et c'est le cas si j'avais aussi un problème de minimisation, je ne peux pas appliquer simplex tabulaire classique. Je peux appliquer parce qu'il y a une autre méthode de résolution. Mais pour nous, ce sera la méthode Big M. Quelles sont les étapes principales de la méthode Big M? On commence par quoi? On commence par vérifier que le second membre est supérieur ou égal à 0. Sinon, on multiplie par moins 1 la contrainte qui a un second membre négatif. Ajouter des variables d'écart pour chaque contrainte de type inférieur ou égal. Ajouter ou soustraire un surplus de chaque contrainte de type supérieur ou égal et ajouter une variable artificielle pour chaque contrainte de type égal et une variable artificielle pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation du programme linéaire. L'étape suivante, c'est de chercher une solution de base réalisable initiale. Je vous ai dit qu'on choisit comme base de dimension égale au nombre de contraintes, on choisit toujours une base pour la méthode Big M, une base formée par les variables d'écart et les variables artificielles. Automatiquement, elle aura une dimension égale au nombre de contraintes si vous suivez les étapes telles que décrites. Donc, on définit une base formée par les variables d'écart et les variables artificielles. Le reste des variables sont des variables hors base, donc leur valeur sera égale à 0. On trace le premier tableau de simplex de Big M, le premier tableau de la méthode Big M. Le premier tableau dans les colonnes, on met les variables dans un ordre choisi. Je vous conseille comme de choisir l'ordre variable de décision, variable d'écart, surplus, puis variable artificielle. Mettre le second membre, mettre la base avec les coefficients de la fonction d'origine. Puis, considérer les coefficients CJ de la fonction objectif de départ, calculer les valeurs de ZJ par la formule somme de CJ A et J, somme des produits CJ fois A et J, puis
calculer la ligne CJ moins ZJ. CJ, ce sont les coefficients de la fonction objectif d'origine et ZJ, c'est calculé comme écrit devant vous. D'accord? Le test d'optimalité se fait sur la dernière ligne, c'est-à-dire CJ moins ZJ. Tant que j'ai un coefficient strictement positif, je dois effectuer une itération comme pour le cas de simplex en partie, c'est-à-dire calculer la matrice, la nouvelle matrice A et le second membre comme on a fait pour la méthode de simplex, puis recalculer ZJ et CJ et effectuer le test pour la ligne CJ moins ZJ. La condition d'arrêt, c'est d'avoir des coefficients CJ moins ZJ tous inférieur ou égal à 0 pour un problème de maximisation et supérieur ou égal à 0 pour un problème de minimisation. Ici, on a un problème de maximisation, donc on est arrêté lorsque nous avons des CJ moins ZJ tous inférieurs ou égal à 0. Pour la méthode Big M, pour dire que la solution est optimale, il faut vérifier qu'on n'a pas de vecteur de variables artificielles dans la base. Ici, c'est le cas, on n'a pas de variables artificielles de la base. Les variables artificielles, les deux variables artificielles du problème sont des variables hors base de valeur égale à 0. Donc, on peut dire que cette solution qui est égale à 0,55, c'est la solution optimale de PL de départ, du programme linéaire de départ. J'ai deux remarques à vous donner à la fin de la séance. Ici, on a deux variables de décision et on a choisi une même valeur de M. On peut choisir M1, M2. Mais pour faciliter les calculs, je vous conseille toujours de prendre la même valeur de M, quel que soit le nombre de variables artificielles. Même si vous avez 5 variables artificielles, vous choisissez la même valeur de M, puisque de toutes les façons, c'est un chiffre très grand. D'accord? Mais dans le cas général, on peut prendre M1, M2, M3. Rien n'empêche de faire ça. La deuxième remarque, c'est... Voilà. La deuxième remarque, c'est applicable pour simplex. Concentrez-vous, s'il vous plaît. C'est applicable pour simplex et pour la méthode Big M. Alors, je dis toujours, nous avons trouvé la solution. Mais qui garantit que c'est l'unique solution? Est-ce qu'on peut, à votre avis, est-ce qu'on peut savoir s'il y a une autre solution ou pas? S'il y a une autre solution optimale ou pas? Vous n'avez pas l'information, c'est normal. Alors, comment on vérifie si la solution est optimale ou pas? On peut vérifier si la solution est optimale ou pas uniquement pour le tableau optimal, que ce soit pour simplex ou pour la méthode Big M. Donc, vous prenez le tableau de la solution optimale. Vous prenez le tableau de la solution optimale de simplex, dans ce cas de la méthode Big M, et vous vérifiez le nombre de zéros à la dernière ligne. Ici, combien de zéros on a à la dernière ligne? On a 3. 3 zéros. Alors, si le nombre de zéros de la dernière ligne, il est exactement égal à la dimension de la base, la solution, elle est unique. Si le nombre de zéros à l'optimum de la dernière ligne est exactement égal à la dimension de la base, on dit que la solution est unique. C'est clair? Oui. Est-ce que ce nombre peut être inférieur à la dimension de la base? Est-ce que c'est logique d'avoir un nombre inférieur à la base strictement? Non. Donc, c'est ou bien un nombre égal à la dimension de la base, ou bien un nombre qui dépasse la dimension de la base. Maintenant, si ce moins 3 était égal à 0, si ce moins 3 était un 0, Toi, les plusieurs solutions, madame. je m'excuse. Si ce moins 3 était un 0, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas plusieurs solutions B10, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une autre solution optimale? Si le nombre de zéros de la dernière ligne à l'optimum dépasse la dimension de la base, c'est-à-dire que pour la même valeur de Z, je peux trouver une autre
solution. Comment ça peut être plusieurs autres solutions, mais à ce niveau, je ne peux dire que la solution n'est pas unique, donc je peux trouver une autre. D'accord? Comment je peux trouver l'autre si vous avez une idée? Comment je peux trouver l'autre, à votre avis? C'est en introduisant x1 dans la base, si c'était un 0. D'accord? On va faire un exercice dans ce sens peut-être la semaine prochaine. On va avoir un exercice dans ce sens. Ce qui est à retenir jusqu'à présent, c'est que si le nombre de 0, le tableau optimal à Kahawa, c'est uniquement pour le tableau optimal. Les tableaux intermédiaires, les itérations intermédiaires n'ont aucune importance. Le nombre de 0 n'a aucune interprétation. Alors, si à l'optimum, j'ai un nombre de 0 exactement égal à la dimension de la base, on dit que la solution est unique. Si le nombre de 0 dépasse la dimension de la base, on dit qu'on peut trouver, voilà, qu'on peut chercher une autre solution optimale aussi pour la même valeur de z. C'est pour ça que dès qu'on a trouvé la solution, je dis j'ai trouvé la solution et non pas une solution parce que je sais qu'il y a 3 zéros, donc la solution, elle est unique. D'accord? Voilà pour la partie du cours. Je vais juste arrêter l'enregistrement et continuer 2 petites phrases avant de quitter. D'accord? Je ne vais pas vous retenir plus que ça.